Bonsoir et bienvenue. Merci d'être avec nous en direct ce soir pour cette webconférence dédiée à l'assurance vie. Et on va parler ce soir des alternatives aux fonds en euros. Et oui, parce que en ce début de mois de février, c'est généralement le moment de l'année où tombe le rendement des fonds en euros pour 2021. Et c'est l'occasion de constater, inexorablement qu'il continue à baisser année après année, à tel point qu'il ne permet plus, dans certains cas, de lutter contre une inflation qui atteint 1,6% en France en 2021. Alors que faire pour ne pas trop amputer la performance de son assurance vie tout en contrôlant son niveau de risque? C'est ce que nous allons voir ce soir avec nos intervenants. Ils sont là à côté de moi sur le plateau. Caroline Chanzy, chef de produit épargne chez Boursorama. Bonsoir Caroline. Bonsoir Laurent. Et Thomas Bocard, allocataire d'actifs chez Generali. Bonsoir Thomas. Bonsoir Laurent. Et il n'est pas avec nous sur le plateau, mais il est à distance, affûté, prêt. Mathieu Dupont également, allocataire d'actifs chez Generali. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Laurent. Alors, bonsoir à tous les trois. Bien sûr, on profitera pour revenir au long de ce webinaire sur les grandes caractéristiques du contrat Boursorama Vie et on répondra bien sûr là aussi à vos questions tout au long de cet échange en direct et à la fin. Nous sommes partis pour 40-45 minutes, peut-être plus si vous avez beaucoup de questions. Et on aime bien, toujours dans ces webinaires, commencer par le contexte de marché, expliquer où on en est. Il faut dire qu'il s'est passé déjà beaucoup de choses en ce début d'année 2022. Et c'est notre première partie, le contexte de marché, c'est tout de suite. Et je le disais, je vais me tourner vers vous, Thomas, il s'est passé pas mal de choses sur ce début d'année, mais la question fondamentale, c'est celle qui va déterminer un peu tout le reste, c'est comment se porte la croissance et comment elle va continuer à se porter en 2022. Exactement, c'est la grande question aujourd'hui. Donc un des premiers indicateurs pour parler de la croissance, c'est de regarder les PMI, qui sont l'indice des directeurs d'achat, c'est ça? Exactement. Ouais. Donc qui est un indicateur qui donne les tendances économiques sur les marchés de l'industrie et des services. C'est un peu prospectif, c'est ça? C'est un indicateur un peu prospectif. Exactement. Ouais. Donc qui permet de voir comment va évoluer la situation dans les mois à venir. Lorsque cet indicateur est au-dessus de 50, l'économie est estimée en expansion. Lorsque cet indicateur est à 50, l'économie est stable. Et lorsque cet indicateur est inférieur à 50, l'économie est considérée comme en récession. D'accord. Aujourd'hui, ce qui est intéressant de noter, c'est que cet indicateur reste fortement au-dessus de 50, à un niveau tout à fait convenable, même si le rythme de croissance a ralenti par rapport au pic post-Covid qu'on a pu voir. Il y avait le rattrapage de 2021. Exactement, qui a poussé les économies à plein régime. Aujourd'hui, cette tendance s'est ralentie. Toutefois, l'économie reste en expansion et ce ralentissement devrait être progressif, comme on peut le voir avec un autre indicateur qui est la surprise économique. Donc, il y a un indicateur, lorsqu'il est en territoire positif, indique que les publications économiques sortent meilleures qu'attendues par le consensus et les économistes. Donc, ce sont de bonnes surprises, c'est ça? Exactement, exactement. Et on peut voir qu'en zone euro, cet indicateur est aujourd'hui en zone positive. Et donc, cette croissance devrait continuer et perdurer dans les mois à venir. Donc, on a différents facteurs qui expliquent que la croissance a décéléré post-Covid. Donc, le premier, c'est le retrait du soutien des politiques budgétaires. On a également des risques sociaux et géopolitiques qui sont apparus, comme l'Ukraine, qui fait l'actualité ces derniers temps. Et on a aussi des incertitudes autour des politiques monétaires, notamment en Europe et aux États-Unis, et un retour de l'inflation. Par contre, dans les mois à venir, on a toujours des leviers de croissance qui perdurent, qui sont au nombre de 4. Le nombre de cas Covid qui a diminué ces derniers temps, notamment lié à la vaccination et à l'apprentissage qu'on a pu avoir autour de la maladie, qui permet de réduire l'impact sur l'économie. Et également grâce au goulot d'étranglement sur les chaînes d'approvisionnement qui commencent à disparaître. Et enfin, les leviers de croissance sur la consommation, avec les ménages qui ont toujours une épargne excédentaire dans lesquels ils vont pouvoir puiser pour aider la consommation. Et enfin, les investissements où les entreprises sont en capacité aujourd'hui de poursuivre les investissements.
Donc si je devais résumer la croissance à aujourd'hui, je dirais que les perspectives restent bonnes, même si on a deux risques principaux, le Covid évidemment et le retour de l'inflation. Et oui, le retour de l'inflation, parce que ça nous anime, hein, et puis pas que sur les plateaux de Boursorama, ce retour de l'inflation. Alors on ne parle même pas de ce qui se passe aux États-Unis, on a une inflation qui était à 7%, mais il suffit à n'importe qui de se rendre à la pompe ou ailleurs, d'avoir son boîte de chauffage pour voir que les prix augmentent partout. Ça, c'est vraiment une préoccupation de cette année 2022, Thomas. Oui, tout à fait. Il faut analyser l'inflation de façon différente selon les régions. Sur le graphique que l'on présente, on a l'inflation sous-jacente. On peut peut-être le voir en gros, hein, pour bien, parce que les courbes sont assez compliquées. Voilà, merci beaucoup. On a l'inflation sous-jacente, c'est-à-dire une inflation où on a extrait les produits les plus volatiles, voilà, exactement. L'énergie, la nourriture, le tabac, par exemple. Et donc, on voit que cette inflation est différente selon les régions, avec les US qui caracolent en tête et qui devrait avoir une inflation qui devrait perdurer plus longtemps, étant donné qu'elle se reflète principalement dans les hausses des prix, des salaires et des loyers. Ce qu'on appelle les effets de second tour, hein, c'est ce qu'on craint aux États-Unis, que les salaires se mettent à augmenter. Exactement. Ouais. On a une deuxième région, donc qui est la région anglophone, qui est illustrée par le Royaume-Uni et le Canada, qui suit la tendance aux US. Et ensuite, on a la zone euro, où ici la situation est un peu différente, étant donné que les perspectives d'inflation, les principales composantes de l'inflation sont expliquées par l'énergie. Donc on a eu les prix de l'énergie qui se sont envolés à la suite de la réouverture du Covid. Lié à un déséquilibre entre l'offre et la demande. Toutefois, cette hausse du prix de l'énergie ne devrait pas perdurer. Et donc, si les prix se stabilisent au prix à aujourd'hui, mécaniquement, l'inflation en zone euro devrait diminuer. C'est votre deuxième graphique, hein, on voit cette espèce de courbe qui augmente très fortement sur l'inflation et qui, avant de refluer, c'est un peu le scénario qu'on souhaite sur cette année finalement. Exactement. Ouais. Aujourd'hui, on estime que l'inflation devrait poursuivre sur l'année 2022, pour les raisons que je viens d'évoquer avec le prix de l'énergie. Toutefois, elle devrait mécaniquement reconverger vers la cible de la BCE, donc aux alentours de 2%, qui est son mandat. Et d'ailleurs, si on analyse l'inflation sur les dernières années, pour la zone euro, on peut voir qu'on est en moyenne autour de 1%, et donc très loin de l'objectif de la BCE. De 2%. Exactement. Il y avait une question de Marilyn, je pense, qui résume beaucoup de questions que se posent les épargnants. L'inflation va-t-elle contrer tout espoir de faire fructifier mon assurance vie? Bonne question, ça. C'est une bonne question. Donc aujourd'hui, l'inflation est un facteur important dans les allocations d'actifs. Je laisserai Mathieu revenir par la suite, mais dans le fonds croissance durable, nous avons notamment des prosections qui sont mises en place pour lutter contre ce grignotage de la performance par l'inflation. Bon, l'inflation, il n'y a pas que nous que ça inquiète. Il y a aussi la Banque centrale américaine, la Fed, et elle a changé de position un petit peu. On a passé cette année 2021, Jerome Powell, le président de la Banque centrale américaine, nous a dit que cette inflation, elle était transitoire, avant de dire qu'elle était peut-être finalement plus durable que prévu. Et puis, changement de discours, fin de l'année 2021, début de l'année 2022, là, on explique qu'elle va durer, il y a peut-être même des risques de mauvaises surprises, et la Fed nous explique qu'elle va arrêter ses rachats d'actifs, augmenter ses taux et dans le même temps réduire son bilan. Là aussi, ça peut sembler loin pour les gens qui nous regardent. En quoi ça les affecte? En quoi ça peut les concerner? Exactement. Donc en fait, comme on l'a dit précédemment, l'inflation était vue comme temporaire par la Fed, donc la Banque centrale américaine. La vision sur l'inflation a été revue ces derniers mois. Aujourd'hui, on est dans une inflation sous-jacente où l'économie américaine produit plus que sa capacité à long terme et a un taux d'emploi quasiment à l'équilibre. Cette situation crée des tensions inflationnistes qui seraient néfastes pour l'économie, surtout si on rentrerait dans une boucle prix-salaire où les prix et les salaires s'alimenteraient l'un l'autre et donc grignoteraient justement le pouvoir d'achat des ménages américains. La Fed ayant pris acte de ces nouveaux chiffres et de ces nouvelles données, a revu son discours ces derniers mois et dernières semaines et estime maintenant que l'inflation est moins temporaire qu'estimée. Et donc à fin 2020, la Fed estimait qu'il n'y aurait pas de hausse des taux
sur l'année 2022. Oui. Aujourd'hui, le discours est totalement différent puisque la Fed estime qu'elle montera ses taux jusqu'à 3 fois cette année et les marchés vont même jusqu'à 4 ou 5 fois sur l'année 2022. Et en quoi ça, Thomas, peut-être pour les gens qui sont là, je dis c'est super tout ça, enfin ou c'est pas super, mais en quoi ça me concerne? Comment ça concerne directement, potentiellement, l'investisseur français qui nous regarde ce soir? Exactement. Donc en fait, il faut savoir que les différentes banques centrales se suivent. Oui. En Europe, le risque d'augmentation des taux est plus faible. Toutefois, les taux directeurs impactent les taux sur les marchés. Lorsque les taux d'intérêt augmentent sur les marchés, on a une diminution de la valorisation des obligations en portefeuille et donc un impact sur les performances pour les contrats retraite. Et c'est pour ça qu'on met en place des protections contre cette hausse de l'inflation. Et puis des risques de secousses sur les marchés, peut-être tout simplement aussi. Exactement, mais ces secousses, ce retour de la volatilité n'est pas que négatif. Cette hausse des taux permet d'accompagner le rendement du portefeuille en investissant sur des obligations qui rapportent davantage. Et aussi, cette volatilité permet de saisir des opportunités sur des actifs risqués, par exemple comme les actions, et de booster la performance des fonds lorsque l'on entre à des points favorables et que l'on sort à d'autres moments. C'était justement une question de Victor et de Jean-François. Diversifier, oui, mais quel intérêt quand les marchés sont au plus haut? Les marchés actions ne sont-ils pas trop hauts pour investir en actions en 2022? Je pense que la question qui est posée, sous-jacente, là aussi, c'est où en sont les marchés côté valorisation? On a l'impression d'être au plus haut. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est un sentiment en trompe-l'œil, peut-être? Exactement. Donc, les politiques monétaires de ces dernières années ont fortement impacté les valorisations, notamment des obligations, de l'ensemble des dettes. Donc, sur le graphique de gauche, ce qu'on peut voir, c'est que les valorisations sont... Les primes de risque crédit. Alors, c'est le graphique suivant. Voilà, super, merci. Les primes de risque crédit sont aujourd'hui très faiblement rémunérées, justement par les actions des banques centrales. Toutefois, ce n'est pas le cas pour l'ensemble des régions. Par exemple, et c'est là où je viens sur la diversification, sur les pays émergents, la prime de risque est mieux rémunérée que sur les autres classes d'actifs qu'on a pu voir par rapport à sa moyenne. Et c'est aussi pour ça que dans les différents fonds, nous encourageons et nous investissons sur la dette émergente. Et demain, le retrait des politiques monétaires et les risques géopolitiques qu'on peut connaître pourraient créer cette volatilité et donc offrir des opportunités sur différentes classes d'actifs d'investissement. Donc aussi bien sur les obligations d'entreprise que étatiques et dans les différentes régions. D'ailleurs, sur la partie action, qui est une autre classe d'actifs du portefeuille, nous voyons une dichotomie entre la croissance et les politiques monétaires entre la zone américaine et la zone européenne, où le support de la BCE et la croissance devraient continuer peut-être un peu plus longtemps, exactement, en zone euro, et donc supporter les actifs risqués. Et on a aussi une valorisation sur les actions qui est moins élevée qu'aux États-Unis par rapport à la publication des résultats des entreprises. Et donc c'est pour ça que la diversification entre classes d'actifs, mais également entre régions, a tout à fait sa place et permet d'aller chercher des rendements différents et de maximiser la performance des fonds. Il faut être sélectif dans son choix de marché d'actions et d'actifs quand je vous écoute, Thomas. Et bien voilà, merci pour ce point de marché très éclairant. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet et parler des fonds en euros et de leurs alternatives. C'est tout de suite. Et alors vous allez vous dire, il radote dans les webinaires Boursorama et on va vous remontrer ce graphique, mais malheureusement c'est un classique, c'est celui d'une tendance qui est désormais bien inscrite dans le temps, c'est l'effritement des fonds en euros et les chiffres disponibles pour 2021, ceux qui sont déjà tombés viennent nous le confirmer. Caroline, ça rapporte de moins en moins le fonds en euros. Effectivement Laurent, l'érosion des fonds euros est incontestable et malheureusement ce n'est pas une nouveauté. Comme on le voit sur le graphique, ça fait plus de 20 ans que ça se grignote. Et jusqu'ici, si c'était dû au taux d'intérêt qui était très bas, on en parlait tout à l'heure avec vous deux, aujourd'hui on a l'inflation qui arrive dans le jeu et qui rend ce qui veut dire que pour certains fonds en euros, on peut être ce qu'on appelle un rendement réel début de l'inflation négatif. C'est-à-dire que ça revient ni plus ni moins qu'à perdre de l'argent
en l'épargnant. Exactement. Et donc, c'est nouveau, là tout l'objet aussi de ce webinaire pour sensibiliser tout un chacun sur ces rendements réels qui, une fois qu'on retire l'inflation, sont négatifs et qui peuvent avoir vraiment un impact sur l'épargne des épargnants. Voilà. Et donc c'est pourquoi il est très très important, encore plus j'ai envie de dire qu'avant, de diversifier ses investissements. On le voyait juste avant avec Thomas également. La diversification devient vraiment essentielle aujourd'hui. Oui, et je pense que c'est un petit peu la réponse qu'on peut faire à Félicia qui nous demande en direct, faut-il sortir totalement des fonds en euros ? C'est difficile de faire une réponse comme ça parce que tout dépend bien sûr de son profil de risque, de son projet. Mais ce qu'on peut dire, c'est que si on veut, il me semble, Caroline, préserver un peu le rendement de son placement, il va falloir aller chercher de la performance ailleurs et peut-être prendre un peu plus de risques pour aller chercher un peu plus de performance. Exactement. Et c'est ce qu'on va voir juste après avec nos différentes solutions pour essayer de diversifier en prenant le minimum de risques pour ces épargnants qui sont un petit peu averses. Question de Régis, pouvez-vous expliquer, et moi je la trouve intéressante cette question parce qu'on fait comme si c'était acquis, mais qu'est-ce qu'un fonds en euros ? Ben oui, qu'est-ce qu'un fonds en euros ? J'ai envie de Thomas peut-être nous expliquer, et surtout ce qu'on trouve dedans traditionnellement, parce qu'on le dit peu finalement. Exactement. Donc, un fonds en euros est un fonds avec le capital garanti, ce qui est une des principales caractéristiques. Et en termes d'allocation d'actifs, je dirais qu'on trouve en grande partie des obligations qui sont liées au passif, aux engagements qu'on a auprès des clients. Et on a aussi une poche de diversification qui est moindre par rapport à la poche obligataire pour aller chercher du rendement, donc avec des actions, mais aussi des actifs réels tels que l'immobilier, la dette privée et le private equity. Ce qu'on peut dire, Thomas, c'est que les fonds en euros traditionnels, ce qu'on retrouve en très grande partie, même s'il n'y a pas que ça, c'est ce qu'on appelle de la dette souveraine, c'est-à-dire de la dette émise par les États, c'est ça ? Exactement, exactement. Donc voilà. Ce qui permet notamment, avec des titres très sûrs, d'avoir cette garantie du capital. C'est exactement ça. Alors, justement, si on regarde, tiens, Caroline, ce qu'on a à disposition dans le contrat Boursorama Vie, côté support sécurisé fonds en euros. Oui. Alors, tout d'abord, j'aimerais quand même rappeler que, malgré tout ce qu'on peut dire, l'assurance vie reste un placement incontournable. Mais oui. Et de ne pas oublier que l'assurance vie, ce n'est pas que le fonds en euros. Ça ne se résume pas au fonds en euros. Exactement. Et c'est un placement incontournable de par, notamment, donc, la richesse des supports, on va le voir, avec toute l'offre qui est notamment proposée chez Boursorama. La flexibilité du produit, puisqu'on peut réorienter son épargne en fonction de ce qui se passe sur les marchés. C'est le cas aujourd'hui. La disponibilité des fonds, on le verra tout à l'heure chez Boursorama, qui est assez intéressante, puisqu'on peut récupérer ses fonds en 72 heures, et une fiscalité qui reste très privilégiée. Et si des personnes sont intéressées, on a un webinaire dédié sur la fiscalité de l'assurance vie. Et on le rappelle, là aussi, les fonds ne sont pas bloqués. Tout à fait, c'est une idée reçue. Il y a une fiscalité qui est optimale après 8 ans, mais les fonds ne sont pas bloqués avant. Exactement. Oui. Et donc, pour rentrer sur nos petits supports, donc, si on reprend donc, les fonds en euros, chez Boursorama, donc, on en a deux, le fonds Eurocima et le fonds Euro Exclusif. Et Gérard nous demande, c'est quoi la différence entre le fonds Eurocima et le fonds Euro Exclusif, justement ? Alors, on peut dire, je parle sous le contrôle de Thomas également, c'est que Euro Exclusif a une petite dominante immobilière que n'a pas Eurocima. D'accord. Et ça se ressent, du coup, cette poche de cette partie de diversification immobilière va un petit peu augmenter le rendement, puisque en 2021, on est à 1,35 pour Euro Exclusif et à 0,75 pour Eurocima. Donc là, quand on regarde, on parlait de l'inflation tout à l'heure, concrètement, on a des rendements réels qui sont négatifs sur les fonds euros. Et on va le retrouver la même chose sur le reste du marché. Patrick qui nous dit, Boursorama prévoit-elle de créer un fonds euro-croissance ? Alors, c'est justement le sujet. Alors, ce n'est pas Boursorama qui le crée, mais bien Generali. Et on a décidé donc d'intégrer un fonds croissance en partenariat avec Generali, donc le fonds Génération Croissance Durable, puisqu'on le voyait depuis tout à l'heure, il est nécessaire vraiment d'élargir l'offre pour trouver des placements qui sont un petit peu plus dynamiques que les fonds euros, mais qui proposent une petite garantie en capital, toujours. Justement, je pense que ça va être important pour les gens qui nous regardent de dire, finalement, qu'est-ce qui différencie un fonds euro-croissance d'un fonds euro traditionnel ? Alors, le fonds croissance, on va dire que c'est un produit hybride qui est à mi-chemin entre le fonds euro et les unités de compte. Ça va proposer une solution de diversification de long terme, qui pourra allier donc, les perspectives de rendement et la sécurité du capital. Par rapport au fonds en euros, on va avoir deux grandes différences. Donc, c'est que le capital, il est garanti, mais à 80%, donc, ce qui est déjà quand même très intéressant. Donc, l'engagement de 80%, il est valable à l'échéance. Et chez Boursorama, l'échéance, elle est fixée à 8 ans. D'accord. Mais c'est net de frais, je crois qu'il faut le signaler. Tout à fait. Mais on peut toujours sortir avant les 8 ans. D'accord. Voilà.
Il n'y a pas de souci là-dessus. Et sur les petites caractéristiques, peut-être d'accessibilité du fonds chez nous, donc, il est accessible dès 25 € de versement, donc que ce soit à la souscription, en versement libre et par arbitrage. Il faut peut-être voir la slide qui synthétise tout ça d'ailleurs, affichée. Alors c'est la suivante, qui récapitule les grandes caractéristiques de ce fonds croissance durable. Est-ce qu'on peut avoir la suite, s'il vous plaît ? Merci beaucoup. Voilà. Ce sera plus clair effectivement pour tout le monde. Donc je le disais, l'accessibilité dès 25 € de versement. La valorisation est hebdomadaire, c'est-à-dire qu'on a la valorisation une fois par semaine. Et toujours donc, des frais de gestion de 0,75 comme on a sur le reste des supports. Donc, si on devait peut-être synthétiser, un petit peu plus de rendement à attendre, une garantie du capital qui reste mais qui devient partielle comparée à une garantie totale dans le cadre d'un fonds euro traditionnel. Exactement. Et après, sur la composition du fonds, je vais laisser je vais me tourner virtuellement vers Mathieu. Alors, on voit que c'est un animal un peu hybride, ce fonds euro-croissance, ce fonds génération croissance durable. Si on ouvre le moteur, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur ? Déjà, comme l'expliquait très bien Caroline, le fonds croissance, c'est un support financier de nouvelle génération pour l'assurance vie. C'est une réelle alternative au fonds euro. Communément, on l'appelle le petit frère du fonds euro. En effet, Caroline mentionnait, donc la garantie en capital est au terme. Elle n'est plus à tout moment, comme le fonds euro traditionnel. Là, elle est au terme, 80%, dans 8 ans. Et d'ailleurs, Mathieu, je suis désolé, je vous coupe, mais Régis nous dit, mais pourquoi les fonds euro croissance sont bloqués 8 ans ? Alors, ils ne sont pas bloqués, justement. C'est ce que j'allais insister là-dessus. La garantie au terme ne veut pas dire bloqué. Le client peut sortir à tout moment. Le fonds reste complètement liquide. Le client sort simplement à la valeur de marché. Tout comme une unité de compte, le fonds croissance a une valorisation. Sa valorisation, elle est hebdomadaire. Je peux même préciser qu'elle est faite tous les vendredis. Et donc, le client, s'il souhaite sortir avant sa garantie à terme, il sortira à la valeur de marché du fonds croissance, il supportera juste un risque de marché. Justement, il faut aussi insister sur le fait que petit frère du fonds euro, ça veut dire que le fonds croissance est un fonds assurantiel. L'allocation des actifs se construit à partir de la structure des engagements, c'est-à-dire la garantie au terme de 80%, 8 ans, le passif évoluera bien sûr au fur et à mesure de la collecte. Le fonds croissance bénéficie d'un mécanisme de provisionnement. Le fonds euro a sa PPE, le fonds croissance a sa CDD. C'est peut-être un terme un peu technique, c'est la provision collective de diversification. Elle permet notamment de lisser la performance dans le temps pour combler tout ou partie d'une performance négative due à un environnement dégradé. Ce qui fait qu'on limite la volatilité de la valeur de marché du fonds. Il faut bien préciser que nous sommes des assureurs. Notre spécialité et savoir-faire, c'est la gestion des risques. Petite question, pardon, je vous coupe, Mathieu, de Garrigue. Petit retour en arrière. 0,75% de frais bruts, nous demande Garrigue. Net. C'est net, 0,75% net, Garrigue. On communique toujours sur une performance nette de frais. Voilà, important. Et donc, si on regarde effectivement ce qu'on retrouve dans ce fonds G-Croissance. Tout à fait. En fait, vous retrouvez toute la palette des actifs des fonds euros. C'est-à-dire que c'est un fonds qui est énormément diversifié dans sa structure et dans ses investissements. La garantie à 80% simplement permet une espérance de rendement supérieure à celle du fonds euro. Les allocations d'actifs de génération croissance durable se composent d'une poche obligataire qui va nous permettre de garantir ces 80% au terme. Simplement, cette poche obligataire va être nettement plus basse que les fonds euros traditionnels. En moyenne, la poche obligataire d'un fonds croissance, elle est de 60%. Si vous regardez la composition des fonds euros en moyenne, la poche obligataire, elle est de 80%. D'autant plus que la poche obligataire des fonds euros est constituée, je dirais, à 50% facilement aujourd'hui dans les fonds euros qu'on rencontre sur la place, d'OAT, c'est-à-dire d'obligations émises par l'État français. La poche obligataire des fonds euros va être investie à la fois en obligations d'État, mais aussi énormément sur des obligations d'entreprise qu'on va appeler investment grade, c'est-à-dire à faible risque de crédit. Oui, c'est ça. Par des émetteurs solides, on pourrait dire, Mathieu. Tout à fait. Et on n'hésite pas à arbitrer. On peut très bien se retrouver dans une situation où la poche obligataire du fonds croissance est majoritairement composée d'obligations d'entreprise et beaucoup moins d'obligations d'État. Tout dépend de nos vues de marché et de nos décisions tactiques. À côté de cette poche obligataire, vous allez avoir donc un énorme moteur de performance qui va correspondre en plus ou moins à 40% des actifs, qui va se composer bien sûr d'actions, d'obligations d'entreprise un peu plus risquées, mais aussi le fonds croissance va faire la part belle aux actifs non cotés. Thomas le mentionnait tout à l'heure
avec l'inflation. L'avantage des actifs non cotés, ce sont des actifs réels. Ils sont beaucoup moins soumis à l'impact de l'inflation. Dans cette classe d'actifs, on va retrouver bien sûr le private equity, l'immobilier, la dette privée. C'est 2 à 3 fois plus d'actifs en dette, en immobilier et en private equity que les fonds euros traditionnels. En dette privée, par exemple, on va retrouver des investissements dans l'infrastructure, c'est-à-dire le financement de réseaux électriques, d'énergie renouvelable, de lignes de TGV notamment. En France, c'est un énorme secteur. On va retrouver de la dette immobilière, mais on va surtout retrouver de la dette d'entreprise, c'est-à-dire de la dette à taux variable, en plus qui ne sera pas soumise à l'impact de la hausse des taux qu'on connaît aujourd'hui, sur des PME ETI, notamment françaises, qui va être réellement, à travers cette classe d'actifs, croissance va supporter l'innovation française et va être synonyme d'investissement dans l'économie réelle. Justement, on avait cette question de Ganymède. Vous y avez un peu répondu, Mathieu. La garantie au terme de 80% tient-elle compte de l'inflation durant ces 8 ans ? Elle tient compte de l'inflation. La garantie à 80% reste à 80%. C'est-à-dire que le client qui met 100 recevra à minima, mais bien plus, puisque c'est notre objectif, 80 à la fin du terme. On le verra plus tard, vous verrez nos performances historiques qui sont plutôt flatteuses. Sarah nous dit, vous l'avez fait, mais je pense que c'est aussi important d'être bien didactique sur ce sujet. Pouvez-vous expliquer ce qu'est la poche obligataire ? Vous l'avez fait, Mathieu, mais je pense c'est bien pour que nos clients comprennent bien ce que c'est qu'une poche obligataire, encore une fois. Nous devons garantir ce capital au terme à 80%. Pour garantir ce capital au terme à 80%, nous devons investir dans des actifs sécurisés. Ouais. Aujourd'hui, les actifs sécurisés sont des dettes, c'est de la dette publique, émise par les États ou par des grandes entreprises. Donc, la poche obligataire va être composée de dettes, donc des produits financiers de taux, émises soit par des États, soit par des entreprises avec un risque de crédit faible. Voilà, quand la France se refinance sur les marchés, elle émet de la dette obligataire et c'est une partie de cette dette qu'on retrouve dans la poche obligataire du fonds G-Croissance. Pete Paul nous dit si Eurocroissance est une UC, il y a donc des frais de garde. Est-ce qu'il y a des frais de garde ? Non, pas chez nous. Non, il n'y a pas de frais de garde chez Boursorama, Pete Paul. Non, pas de problème là-dessus. Mathieu, les gens qui nous regardent se disent, bon, c'est pas mal comme ça, comme formule, mais est-ce qu'ils ont bien l'expérience chez Generali justement de ce type d'animal hybride ? Tout à fait. Il faut savoir que le fonds croissance est issu de la loi Pacte, qui a déjà aujourd'hui plusieurs années. Oui. Et chez Generali, on y a cru tout de suite. Et notre premier fonds croissance date de fin 2014. Alors aujourd'hui, il n'est plus soumis, il n'est plus commercialisé, mais vous voyez tout en haut les performances du fonds croissance 2014 qui sont nettement supérieures à celles du fonds euro. Notre promesse de délivrer un meilleur rendement que le fonds euro est tenue et a été tenue. Ouais. Nous savons aujourd'hui utiliser le fonds slide, croissance. Parce qu'il y a du graphique, voilà, merci beaucoup. Pardon. Donc vous avez tout en haut donc la performance historique, je disais du fonds G-Croissance 2014 qui n'est plus commercialisé aujourd'hui. D'accord. Il y a un historique donc de 2014, donc c'est la loi Pacte qui nous a permis de faire ce fonds croissance. Il était un peu technique pour les clients parce qu'il y avait 2 valorisations. La loi Pacte était un peu compliquée sur la définition du fonds croissance. Ça a été simplifié il y a entre 1 et 2 ans aujourd'hui. C'est pourquoi nous avons lancé ce nouveau fonds Génération croissance durable avec Boursorama, qui est beaucoup plus simple en termes de lisibilité. Aujourd'hui, la structure du fonds de croissance, faut vraiment, je vais insister, je reviens sur la stratégie d'investissement, mais justement, je trouve que c'est très parlant par rapport à sa performance. Vous avez un fonds euro, en règle générale, en stratégie d'investissement, c'est une sorte de gros paquebot, c'est difficile à manœuvrer, ça bouge pas beaucoup en termes de stratégie d'investissement. C'est complètement l'opposé avec les fonds croissance. Sa structure nous permet d'avoir une stratégie d'investissement beaucoup plus dynamique, beaucoup plus diversifiée et clairement opportuniste. L'allocation hebdomadaire est très flexible et on n'hésite jamais à arbitrer. Vous le voyez dans le graphe du bas. C'est le graphe du bas, Mathieu. On voit les différentes... C'est le graphe du bas. Ouais. Où vous voyez au fur et à mesure du temps les allocations d'actifs. Oui. Vous voyez, on dirait un électrocardiogramme en plein effort. C'est-à-dire que on voit que les allocations d'actifs, elles bougent beaucoup. Oui. Et je vais vous donner un exemple concret. Souvenez-vous des marchés financiers en fin 2018 et début 2019. On a eu un krach boursier en 2018 qui était complètement historique, ce qui nous a permis sur les fonds croissance de réallouer
nos investissements sur la classe d'actifs actions au début 2019, au détriment de la poche taux. C'est-à-dire qu'on a réduit nos investissements sur les obligations au profit des actions, ce qui nous a permis d'avoir une belle performance en ce début d'année 2019, qu'on a rapidement sécurisé. On n'a pas pris trop de risques non plus, ce qui fait que fin 2019, début 2020, on avait nettement réduit notre exposition actions. Nous avions pris notre performance et bien nous a fait parce que ça nous a protégé, puisque début 2020, les marchés ont été un peu compliqués. Si je reviens plus récemment, et notamment en parlant du fonds Génération Croissance Durable, oui. En septembre 2021, vous savez, il y a eu... nous avons profité de la correction des marchés puisqu'il y a eu une baisse des prévisions de croissance mondiale qui a été amplifiée par les annonces négatives en Chine, notamment avec l'affaire Evergrande, ce qui fait qu'on a augmenté notre exposition action sur le fonds Génération Croissance Durable et réorienté le portefeuille afin de bénéficier de la reprise de l'inflation, comme disait Thomas tout à l'heure, et de la réouverture des économies. Donc, c'est vraiment 3 mots-clés à retenir sur le fonds croissance. C'est une stratégie d'investissement durable, et je vais y revenir, opportuniste et très dynamique. C'est un placement de long terme. Une performance annuelle décevante peut très bien être rattrapée dans le temps. Bon, justement, sur la performance, peut-être un mot, Thomas, de Génération Croissance Durable ? Exactement. Donc, sur la performance sur l'année 2021 de Croissance Durable, on a eu une performance à 2,01%. Donc ça y est, on est au-dessus de l'inflation. Exactement. Et ça fait du bien. Donc ce qui est important de noter pour cette performance, c'est que le fonds a été lancé en avril et qu'une grande partie de la performance sur les marchés actions a eu lieu au premier trimestre de l'année 2021. Donc le fonds a été lancé après cette très bonne performance et donc le fonds n'a pas pu en bénéficier. Au départ de ce démarrage. Oui. Donc, ce qui est aussi important de noter pour faire le parallèle avec l'inflation, c'est que le fonds est couvert de façon tactique, justement pour réduire ce risque d'inflation et de perte de valorisation dans le fonds. Comme l'a très bien mentionné Mathieu, on a une allocation assez tactique. Donc au mois de septembre, lorsqu'on a eu la correction suite à Evergrande en Chine et aux prévisions de croissance, le fonds a une performance négative. Corrigé, oui. Toutefois, on a trouvé que la correction sur les marchés était trop importante par rapport à ce qu'on attendait. Et donc, on s'est réexposé sur les actions dans le fonds. Et lors du rebond, on a pu bénéficier davantage du rebond que ce qu'on avait perdu lors de la correction sur les marchés. Ouais. Sur le mois de octobre-novembre, on a aussi eu une correction qu'on a jugée trop sévère. On est donc resté exposé sur le marché des actions. Et bien nous en a fait puisque à la fin de l'année, courant décembre, les marchés actions se sont repris et le fonds Croissance Durable a pu en bénéficier pleinement. Pour finir, et sur le positionnement d'aujourd'hui, à la fin de l'année, on a estimé que les valorisations sur les actions étaient bonnes et on a donc décidé de réduire notre allocation sur cette classe d'actifs et d'augmenter la poche de cash, de liquidité, exactement. Et bien nous en a fait, étant donné que depuis le début de l'année, nous sommes donc moins exposés. C'est compliqué. Exactement, suite, comme on le disait en introduction, au discours des différentes banques centrales et à l'inflation, on a été moins exposés, donc on a perdu moins que le marché sur cette période. Voilà, c'est pas un gros paquebot comme disait Mathieu, c'est quelque chose de beaucoup plus manœuvrant. Et vous avez dit un mot important, Mathieu, sur l'investissement durable. Bah oui, parce qu'on sait, on est à une époque où on veut investir dans ce qui a du sens. Et je crois que justement, là aussi, Generali est engagé dans l'investissement responsable, notamment au travers de ce produit. Tout à fait. Nous avons vraiment l'ambition de couvrir la totalité du portefeuille sur des financements durables. Generali est très actif sur notre politique d'investissement ESG. On entend beaucoup ce mot, environnemental, social et de gouvernance, et bien sûr durable. Faut savoir, je vais refaire un peu l'historique, Generali est investi sur cette terminologie depuis des années et des années. Je vais vous faire les différentes étapes. En 2006, nous avons lancé des filtres éthiques, c'est-à-dire que nous interdisions certains types d'investissements. Nous sommes propriétaires de notre notation ESG depuis 2010, sur tous les actifs financiers. Rien que sur l'immobilier, nous avons nos critères de certification immobilière depuis les années 2000. Il faut retenir un chiffre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, 95% de nos investissements et de nos actifs dans nos portefeuilles, 95% des actifs directs, actions et obligations, sont couverts par une notation ESG. Nous avons vraiment l'ambition sur les fonds Génération Croissance Durable d'être dans cette philosophie. Je parlais de la dette privée tout à l'heure. Nous avons bien sûr encore cette année signé des engagements sur des fonds de dette
PME ETI françaises qui sont labellisées France Relance, donc avec de forts impacts environnementaux, sociaux et de gouvernance en termes de respect de critères. Génération Croissance Durable bénéficiera de ces engagements et répondra aux appels de ces fonds, bien évidemment. Pour vous montrer un peu aussi l'impact et la volonté qu'a Generali sur ces critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, Generali a été signataire en 2020 de la Net Zero Asset Owner Alliance, qui a été lancée fin 2019. C'est une initiative dont fait partie une vingtaine d'assureurs et fonds de pension qui est vraiment active et qui a pour objectif de décarboner leur portefeuille d'investissement en étant en contact réel avec les émetteurs des actifs qui sont dans leur portefeuille et à leur proposer des changements afin de modifier leur politique de travail, leur métier sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance. Pas plus tard qu'il y a quelques mois, nous avons agi sur un émetteur afin qu'il mette en place des critères de rémunération de son dirigeant sur des aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance. L'objectif clair de Generali est de jouer un rôle majeur et un rôle actif dans le domaine de l'environnement, dans le domaine social et dans le domaine de la gouvernance d'entreprise. Voilà, donc un engagement fort, on l'a vu. Voilà pour cette partie sur Génération Croissance Durable. C'est une possibilité de diversification, c'est pas facile à dire. Ce n'est pas la seule, on va le voir tout de suite dans notre troisième partie, c'est maintenant. Et oui, parce qu'on va aller chercher un petit peu plus de performance pour un petit peu plus de risque. Mais il y a plein d'autres choses. Vous l'avez dit, il est souple, ce contrat d'assurance vie. On peut y faire rentrer un nombre incroyable de supports. Quelles sont les autres options sur le contrat à Boursorama Vie, Caroline? Alors, pour compléter ce qu'on expliquait tout à l'heure sur la partie gestion libre, donc compléter la partie sécuritaire où on retrouve les fonds euros et le fonds Génération Croissance Durable dès maintenant, on a une partie donc, plus dynamique sur lesquelles on va retrouver donc, 450 supports en unités de compte. Donc, des unités de compte, c'est des fonds qui vont être investis sur les marchés financiers pour ceux qui n'auraient pas de contrat d'assurance vie. Et dans ces 450 supports en unités de compte, on va retrouver plus de 350 OPC. On a une trentaine d'ETF, donc des trackers qui vont répliquer un indice boursier. On appelle aussi des fonds indiciels. Oui. Tout à fait. On va retrouver donc 40 titres vifs, donc, qui sont des actions en direct du CAC 40 principalement. D'accord. Et des supports immobiliers, donc on va retrouver 3 OPCI. L'objectif de cette offre de support, c'est de couvrir la majorité des classes d'actifs et des secteurs et des zones géographiques qu'on peut retrouver en tant qu'investisseur. Bon, ça c'est pour la gestion libre. Quand j'ai envie d'être à la barre, on va filer cette métaphore de gérer comme je l'entends mon contrat d'assurance vie. Quand je n'ai ni le temps, parfois peut-être pas aussi les compétences parce que c'est pas simple, et bien là aussi il y a une option, c'est la gestion pilotée. Oui, tout à fait Laurent. Donc à côté de la gestion libre, comme vous le disiez, où là on est autonome et on va sélectionner soi-même ses supports, on va proposer une offre donc, de gestion pilotée qui va permettre à tout un chacun de déléguer le choix et l'allocation de ses supports au sein de son contrat d'assurance vie. Pour faire cela, on travaille avec 2 partenaires, donc Edmond Rothschild Asset Management et Sycomore Asset Management. Côté Edmond Rothschild, on va avoir une gestion dynamique et réactive, principalement, donc sur 5 profils de gestion qui vont aller du plus défensif au plus offensif. Et côté Sycomore, leur maître mot, le mot d'ordre de leur stratégie d'investissement, ça va être de donner du sens à l'investissement, un peu comme on en parlait avec Mathieu tout à l'heure sur la tendance qui progresse de l'investissement socialement responsable et donc des critères de gouvernance, tout en délivrant de la performance, parce que c'est aussi la grande question. Chez Sycomore, on va avoir 3 profils de gestion, de la même manière, du plus défensif au plus dynamique. Et comme toujours, pour définir ce profil, on va, donc au moment de la souscription du contrat et en cours de vie du contrat, proposer un questionnaire investisseur à tous les clients pour déterminer quel est le profil de gestion qui correspond le plus à ses objectifs, à ses besoins. C'était une question de Mathieu, on entend beaucoup parler d'investissement responsable, mais qu'en est-il vraiment? Existe-t-il des investissements responsables comme alternative aux fonds euros qui bénéficient d'un bon rendement sans pour autant risquer gros? C'est pas simple, ça, comme équation. Oui, après, donc c'est, je pense, tout le travail côté Generali ou côté... Génération Croissance Durable. Voilà, Mathieu a la réponse. La démonstration qu'a fait Mathieu était dans ce sens-là, donc sur Génération Croissance Durable. Et à côté de ça, on va avoir donc dans notre offre de support en gestion libre une 60
centaine de supports de fonds qui sont labellisés ISR, donc le label ministériel investissement socialement responsable, et donc les 3 profils de gestion Sycomore qui sont 100% labellisés ISR. Bon, voilà. Vous pouvez continuer à poser vos questions. J'en ai plus qui tombent sur la tablette. Là, j'espère que ce n'est pas un petit problème technique, parce qu'il y avait beaucoup de questions au début de ce webinaire. On a une conviction forte chez Boursorama, Caroline, c'est qu'on a envie de laisser le plus d'options possible à nos clients. Il y en a une qui était attendue depuis très longtemps, dont on a déjà parlé dans un précédent webinaire, et ça nous fait plaisir de la rappeler dans cette édition, c'est la gestion combinée. Là aussi, il y a une corde supplémentaire à l'arc Boursorama Vie. Voilà, pour diversifier, principalement quand on a un contrat en fonds euros et essayer de trouver un petit peu de performance à côté, on a la possibilité aujourd'hui, donc à côté de sa poche gestion libre fonds euros, d'ajouter une poche en gestion pilotée. Donc l'objectif, c'est un peu de repenser quand même l'allocation de son contrat pour essayer de trouver un petit peu de diversification dans cette poche en gestion pilotée. Donc pour le moment, cette option, elle est disponible pour les clients donc, qui ont du fonds euro, parce que c'était notre priorité aussi de permettre à ces clients-là de trouver un petit peu de diversification. Donc les contrats qui sont 100% fonds euro ont la possibilité, depuis fin de l'année dernière, de combiner leur poche en gestion libre et une poche en gestion pilotée au sein de leur contrat d'assurance vie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à côté du fonds euro, on peut ajouter une partie en gestion pilotée. Donc dans la poche en gestion libre, on aura naturellement son fonds euro, comme je l'expliquais, mais on peut aussi ajouter des titres vifs, des OPCI, le fonds croissance dont on parlait tout à l'heure. On peut tout panacher. Voilà. Et à côté, donc ajouter une poche en gestion pilotée dans laquelle on choisira un mandat de gestion. Bon ben voilà, et j'ai fait un petit refresh sur la page et toutes les questions m'attendaient, j'en ai une bordée pour vous. Parfait. ESM, quels sont les frais de la gestion pilotée ? Alors, on le verra un petit peu plus tard, mais je peux déjà vous le dire en avant-première, il n'y a pas de frais supplémentaires sur la gestion pilotée, donc c'est la même chose comme on disait tout à l'heure, donc 0,75% de frais de gestion sur tous les types de supports et tous les modes de gestion. Pierre s'intéresse aux titres vifs, il nous dit que deviennent les dividendes des titres vifs? Ils sont réinvestis. Ils sont réinvestis, voilà. Allez, on en a une petite bordée, je continue. Bonsoir, Aurel, à quand l'intégration de SCPI dans les supports de l'assurance vie? Eh oui, on sait que les Français sont friands de cette pierre papier. Alors, on en avait une jusqu'à l'année dernière et qui a été absorbée. On est en train de réfléchir avec Generali pour en ajouter une nouvelle. Ah, on reste à l'affût. Il va peut-être y avoir des bonnes nouvelles à venir. Une question d'Hervé à laquelle on a répondu, mais tant pis. Sur une même assurance, peut-on avoir une partie en gestion libre, fonds en euros sans risque et une partie en gestion pilotée? Exactement. C'est ce qu'on vient de voir. C'est l'objet précis de la gestion combinée. Exactement. Voilà. Une question de Patrick. Quel rendement peut-on atteindre? Oula, ça a sauté. Quel rendement peut-on atteindre pour le fonds euro croissance euro classique? Je pense qu'on l'a vu finalement. On a discuté avec vous. On est à quoi? 1,35 à peu près sur Eurosima, ce que vous disiez, et là 2,01, sachant que le fonds a été lancé en cours d'année. Sachant que le fonds a été lancé en cours d'année. J'ai spoilé la suite, Caroline, mais on va revenir sur les caractéristiques de Boursorama Vie, notamment sur les frais et sur l'accessibilité. Oui. Alors peut-être tout d'abord parler donc, de la gestion au quotidien du contrat, parce que certainement des personnes qui nous regardent et qui n'ont pas encore de contrat, donc c'est le moment aussi de leur expliquer un petit peu toutes les caractéristiques. Donc la gestion du contrat d'assurance vie se fait 100% en ligne. On est une banque en ligne, c'est le principe de la gestion de notre contrat. Il est possible de faire des versements complémentaires, donc à partir de 300 € et de mettre en place des versements programmés, donc tous les mois, tous les trimestres, à partir de 50 € par mois, donc, qui est quand même assez accessible. Je le disais en début de présentation, les fonds sont disponibles, et très disponibles, puisque les rachats partiels donc, chez Boursorama sont possible en 72 heures, donc c'est assez rapide. Dans le cadre de la gestion libre, les arbitrages sont effectués à J+1, donc c'est quand même très rapide aussi. C'est assez rapide, oui. Et on l'évoquait tout à l'heure lors d'une question, le changement de mode de gestion, donc passer de la gestion libre à la gestion pilotée ou à la gestion combinée, c'est possible à tout moment et sans frais supplémentaires. Et sans frais supplémentaires. Voilà. Allez, puis gros plan sur les frais, on va terminer par ça, sans doute. Par tous nos petits zéros. Ouais. C'est des zéros qu'on aime bien, ça. Voilà, c'est ça. Et nos clients aussi. Donc, on le disait tout à l'heure, pas de frais supplémentaires sur la gestion pilotée, et ça va de pair aussi, pas de frais supplémentaires sur la gestion combinée. Pas de frais donc sur les versements libres et la mise en place de versements libres programmés. Pas de frais d'arbitrage, pas de frais sur les rachats. Et donc, les seuls frais qu'on a à afficher, donc, qui sont notre frais unique de 0,75% sur tous les types de supports. Donc, que ce soit en gestion libre ou en gestion pilotée. Voilà, c'est simple.
Question de Cardeves. Pourquoi ne pas augmenter les taux des fonds en euros actuels avec la réserve, vu que c'est fait pour ça? De quel montant est-elle? Ah, bonne question. Qui se lance là-dessus? Mathieu, peut-être? Sur le montant de la PPE, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, bien sûr, nous dotons cette réserve, que cette réserve, elle est destinée à 100% à nos clients. Donc, qu'ils ne s'inquiètent pas, elle leur sera reversée. Après, on ne peut pas faire non plus des miracles, encore une fois, quand on parle notamment, on a beaucoup parlé de la dette d'État qui, jusqu'à très récemment, était quand même en taux négatif. Donc, c'est compliqué tout à fait. Bon, aujourd'hui, les marchés ont encore été très haussiers aujourd'hui sur les taux. Mais je rappelle que l'OAT 10 ans en 2020 était négatif en moyenne sur tout le long de l'année. Et en 2021, il était légèrement positif. Et quand je dis légèrement, c'est 0,01%. Voilà pour cette précision. On arrive au terme de cette présentation, mais il y a encore des questions qui sont tombées, notamment au moment de l'inscription. Nicolas qui nous demande comment savoir si c'est le bon moment pour diversifier en unité de compte, pour des versements mensuels, d'accord, mais pour une plus grosse somme. Il y a deux questions en une. Et puis cette question qui revient souvent, que faire? Est-ce que j'investis tout d'un coup? Voilà, j'ai un capital que j'ai touché dans une circonstance particulière, comment je peux me débrouiller? Sur le gros investissement en une fois, donc on le répète assez souvent, ce qu'on conseille, c'est de plutôt lisser l'investissement et d'investir progressivement, donc soit dans le cadre de versements programmés, donc tous les mois, soit de soi-même se dire, bon, bah, là, ce mois-ci, je peux mettre un petit peu, peut-être que dans 2 mois, je pourrais aussi en remettre un petit peu. Comme ça va permettre de lisser un petit peu les points d'entrée, c'est ce qu'on dit, on n'investira jamais au plus haut et jamais au plus bas, et du coup, ça va lisser la performance, et dans le temps, on va avoir une performance positive. Et ça, c'est une règle aussi simple qu'essentielle. Tout à fait. Et pourtant, beaucoup d'épargnants, beaucoup de nos clients ne le font pas. Donc voilà, retenez ce conseil d'investir un petit peu tous les mois. Rafik, comment bien protéger son épargne et quel fonds choisir? Je pense que le fonds Génération Croissance Durable va dans ce sens. C'est peut-être le bon compromis, justement. C'est la solution d'aujourd'hui. Alors, pas mal de questions qui continuent à tomber. Tite Mireille, 0% de frais d'arbitrage, quel que soit le nombre d'arbitrages par mois et par an. Oui, tout à fait. Contrairement à d'autres courtiers, on n'a pas de nombre d'arbitrages maximum. Tous les arbitrages sont gratuits, quel que soit le nombre. Bon, Lucas, les 0,75% de frais de gestion par an sont-ils sur les bénéfices, mais pas sur les capitaux, point d'interrogation? Les frais de gestion sont sur l'encours du contrat. Sur l'encours du contrat. Voilà. Question, ah oui, ça, on l'a pas mal cette question. Kitrine, peut-on passer de la version libre à la version gestion pilotée et vice-versa à tout moment? À tout moment, sans frais. Donc comment ça se passe? Ça se passe là aussi en ligne? Tout se fait en ligne, oui. Voilà. On en parle souvent, il y a le petit bandeau bleu avec tous les actes de gestion sur l'espace client. Et donc il faut cliquer sur mode de gestion et là on va nous proposer de changer de mode de gestion. Il y a plein de choses dans cette petite barre bleue. Il ne faut pas hésiter à cliquer dessus dans votre espace client. Vous allez voir, il y a un certain nombre d'options qui sont disponibles. Hervé, a-t-on des frais lorsqu'on débloque une partie des fonds d'une assurance vie sur le fonds en euros? Non, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, donc il n'y a pas de frais sur les rachats. Après, faire attention à la fiscalité en fonction de quand il pas de sort. Frais pratiqués par Boursorama, mais il y a potentiellement une fiscalité qui s'applique. En fonction de l'âge du contrat. Exactement. Une question de Nathalie. Conseillez-vous d'avoir plusieurs assurances avec différents niveaux de risque? On pourrait se dire, tiens, pourquoi pas? Est-ce que ça peut avoir un intérêt? Alors, l'intérêt d'avoir plusieurs contrats d'assurance vie, il va être donc soit pour la transmission, puisque donc, si on veut vraiment compartimenter le bénéficiaire à qui on veut léguer son contrat d'assurance vie, et aussi en termes d'objectifs, on peut avoir par exemple un objectif, voilà, ce contrat-là, je vais le réserver pour les études de mes enfants, celui-ci, ça va être pour ma retraite, et vraiment compartimenter ses investissements. Après, c'est à chacun de voir comment il est le plus à l'aise, soit d'avoir tout dans un seul contrat en ayant plusieurs poches différentes pour traiter la performance, soit en termes d'objectifs pour compartimenter. On pourrait se dire aussi, en investissant peut-être un petit peu moins, que c'est une bonne façon de comparer finalement, voilà ce qui se serait passé si j'avais pris un petit peu plus de risques, un petit peu moins, et de voir un petit peu au final quel est le plus performant sur la durée. Donc ça peut avoir effectivement un intérêt. Alice, il va falloir se guérir de ça. Si je passe en gestion pilotée, suis-je bloqué 8 ans? Ça ne change rien au contrat. Vous n'êtes pas bloqué, Alice. Et les contrats d'assurance vie, effectivement, ne sont pas bloqués. La fiscalité est optimale à partir de 8 ans, mais vous pouvez sortir à tout moment. Donc vous pouvez faire des rachats si besoin. Il n'y a pas de blocage là-dessus.
Hop, je me bats avec la tablette. Sabdo s'inquiète, le fonds euro est-il maintenu ou remplacé par le fonds croissance en gestion libre ou combinée? Non, c'est un ajout supplémentaire. C'est des ajouts qu'on fait, hein, on ne supprime rien. Donc on a toujours nos 2 fonds euros. Tout à fait. Et plus cette option de fonds génération croissance. On a fait pas mal de questions. Dylan, que proposez-vous? Vous l'avez déjà vu avec Caroline, mais je la repose cette question parce que ça intéresse beaucoup nos clients pour investir dans l'immobilier zone Europe et France à travers l'assurance vie. Oui, alors aujourd'hui, on propose 3 OPCI donc, qui vont traiter d'immeubles de bureaux classiques, mais aussi d'immeubles de commerce, que ce soit en région parisienne, en France et en Europe. D'accord. Voilà. Alors, je réactualise un petit peu. Il y a toujours des questions qui tombent. Sébastien, les taux d'inflation si durs vont-ils profiter au taux du fonds en euros? Ah, ça c'est une bonne question. Pour répondre pour le fonds croissance, en tout cas, donc qui est un fonds en collecte, la collecte qu'on a au fur et à mesure des semaines, étant donné que la valorisation est hebdomadaire, nous permet d'accompagner la hausse des taux et donc, a fortiori, d'augmenter le rendement versés par les obligations, donc les dettes d'État ou d'entreprise dans lesquelles nous investissons, les rendements que nous gagnons. Et donc, cette collecte permet d'accompagner la hausse des taux et donc de booster le rendement sur les fonds croissance. Donc, a priori, ça marche plutôt bien pour les fonds croissance. Exactement. Ouais. Sur les fonds euros, comme le disait tout à l'heure Mathieu, c'est davantage un paquebot, c'est un peu plus compliqué à faire bouger. Et donc, le stock est déjà plus important. Et donc, l'accompagnement de cette inflation est plus compliqué avec la collecte. Mais comme je l'avais évoqué précédemment, nous avons des protections qui sont mises en place dans les portefeuilles pour lutter contre cette inflation. Bon, très clair. Jérémy, quels sont les minimums d'investissement en versement initial? Attendez, hop, ça part. En versement initial et en virement programmé mensuel. Alors, c'est ce que je disais, donc c'est 300 € minimum pour le versement initial ou le versement libre, donc un versement ponctuel, et 50 € par mois minimum pour les versements programmés. Donc, je peux ouvrir mon contrat Boursorama Vie avec 300 € et après, je mets 50 € comme ça, tous les mois. Exactement. Ou de temps en temps, de 300 € si on a une grosse rentrée d'argent. Bien sûr, on peut faire plus. Régis, quand sera-t-il possible d'arbitrer en ligne vers le fonds Génération Croissance Durable? Cette option ne me semble pas encore disponible. Eh bien, ça y est. Ah Ça y est, c'est ouvert. Donc c'est bon. Oui. Régis, vous pouvez, en même temps que vous nous regardez, aller pianoter sur votre espace client commencer. Dans le processus d'arbitrage, dans le parcours d'arbitrage, on va retrouver bien le fonds Génération Croissance Durable dans la liste des supports disponibles. Bon, c'est parti, Régis. Cécile, question assez, j'allais dire, de base, mais là aussi, c'est important de clarifier les concepts. Une différence entre l'assurance vie et le fonds en euros. On rappelle peut-être, le fonds en euros, c'est une composante de l'assurance vie. L'assurance vie, c'est une enveloppe, essentiellement une enveloppe fiscale, dans laquelle vous pouvez mettre tout un tas de choses. Du fonds en euros pour la partie sécurisée, votre capital garanti, des unités de compte qui sont basées sur des obligations, des actions dans lesquelles on va retrouver un peu plus de risques et un peu plus de rendement. Et on l'a vu avec vous, Caroline, encore plein d'autres supports possibles. Oui. Et plein d'autres supports à venir, sans doute, dans les mois qui viennent. D'où son petit nom de couteau suisse des épargnants, puisqu'on peut faire un peu tout ce qu'on veut avec le contrat d'assurance vie et mettre tout ce qu'on veut à l'intérieur. Alors, je regarde s'il y a encore des questions qui tombent. Ah, je me bats avec la tablette, hein, mais c'est pas grave. Léa, dans la gestion pilotée, il y a une partie de fonds euros. Y aura-t-il une partie de fonds Génération Croissance Durable? Question intéressante. Alors, pour le moment, ce n'est pas prévu, mais à étudier. Bon, là aussi, peut-être une option à venir. Allez, je vais prendre. S'il y en a encore, vous avez beaucoup de questions ce soir et c'est super. Je regarde si j'en ai encore quelques-unes. Sarah, allez, les frais, hein. Les frais, on ne le dira jamais assez. A-t-on des frais d'entrée sur les unités de compte? Non. Pas de frais d'entrée sur les unités de compte. Est-ce qu'on peut peut-être remontrer notre magnifique dernière slide des zéros pour que les gens aient bien le temps de fixer voilà, donc 0 sur les rachats, 0 sur les frais d'arbitrage, 0 frais sur la gestion pilotée, sur les versions programmées, et justement 0,75 par an pour les frais de gestion. Voilà. Malika, et on va peut-être se quitter là-dessus parce qu'on arrive, sauf si on me dit en régie qu'il y a encore des questions à prendre. Qu'est-ce qu'on en pense en régie? Dans la réponse, on va prendre la question de Malika. En attendant, peut-on avoir plusieurs contrats d'assurance vie au sein de Boursorama? Oui, autant qu'on le souhaite. Autant qu'on le souhaite. On me dit qu'il y a sans doute encore des questions à poser. Est-ce qu'on peut refaire du coup un petit point en attendant sur les grands principes du contrat Boursorama Vie, parce qu'on voit que finalement il y a encore des questions. Oui, peut-être remettre là aussi la slide, oui, hein, juste la sur slide la gestion, peut-être.
pour bien expliquer que l'avantage aussi du contrat, c'est que tout se fait en ligne. N'importe qui peut être autonome jusqu'à un certain point. Si on ne souhaite pas être complètement autonome, il reste, comme on le disait tout à l'heure, la gestion pilotée pour gérer son contrat d'assurance vie. Par contre, si on s'y connaît un petit peu ou qu'on a envie de tester un petit peu, on peut profiter de la gestion libre et de sélectionner soi-même les unités de compte ou les fonds euros et fonds croissance au sein de son contrat d'assurance vie. Voilà, des arbitrages J+1, rachat partiel 72 heures, tout ce qui permet de gérer rapidement, efficacement son assurance vie. Écoutez, je pense que la tablette a rendu l'âme, je pense qu'on va s'arrêter là, je pense qu'il y a encore de nombreuses questions, mais qu'on a essayé de traiter le maximum ce soir. Si vous n'avez pas pu tout voir, pas d'inquiétude, le webinaire sera en replay d'ici quelques jours sur le site de Boursorama. Il va falloir rester encore quelques minutes avec nous, le temps de remplir un court questionnaire de satisfaction. Merci à nos intervenants ce soir d'avoir si bien expliqué le contrat d'assurance vie et ses différentes options de diversification. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est fini pour ce webinaire ce soir. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle édition sur l'assurance vie ou sur d'autres produits Boursorama. Merci beaucoup, à très bientôt.